Imagine-toi devant un problème compliqué que tu sais pas résoudre. C'est un peu frustrant, mais en général, t'as deux réactions possibles. Soit tu demandes de l'aide, soit tu laisses tomber. Dans tous les cas, tu t'en sors. Sauf que maintenant, bim, nouvelle règle, en fait, t'es un enfant et t'as faim. Ou alors t'es un enfant et t'as un exercice à faire en classe. Bah tu peux pas laisser tomber. Alors imagine bien la détresse si en plus de ça tu peux pas t'exprimer pour demander de l'aide. Et selon les chiffres, bon ça varie, mais c'est pas loin de 5 à 7% des enfants qui seraient concernés par un trouble du langage qui leur empêcherait donc de demander de l'aide. Et là, le problème dépasse juste ce cas précis. Le truc, c'est que ces retards de langage se répercutent facilement sur tous les domaines académiques, et ce jusqu'à la fin de la scolarité, mais aussi sur la confiance en soi de l'enfant, sur son inclusion sociale, etc. Donc dans cette vidéo, je vais me plonger dans l'univers des retards de langage chez les enfants. Si t'es parent, enseignant, enseignante ou juste curieux ou curieuse, reste avec moi. Le but cette fois, ça va pas être de te bourrer le crâne de théorie, contrairement à ce que j'ai fait dans d'autres vidéos, c'est plutôt de directement proposer des outils pour 1. Reconnaître ses retards, 2. Comprendre un peu mieux ce qui se passe, et surtout 3. Comment aider ses enfants à surmonter leurs difficultés et quand est-ce qu'il est temps de faire appel à des professionnels. Parfois dans la vie, tu tombes sur un enfant qui parle pas vraiment autant que tu voudrais. Il articule bizarrement, il fait des phrases douteuses, voire pas de phrases du tout. Et parfois cet enfant c'est le tien, et là tu remets toute ta vie en question. C'est normal, mais en fait il y a souvent pas de vraie raison valable pour ça. Et c'est pour ça que c'est pas mal de connaître un peu les étapes clés du développement du langage chez un enfant, pour savoir quand est-ce que vraiment ça pourrait être symptomatique d'un retard de langage, et quand est-ce que finalement c'est dans la moyenne. Bien sûr, ce ne sont, je dis bien, que des moyennes, et il est crucial de garder à l'esprit que les enfants sont tous différents, apprennent à leur propre rythme, et qu'un léger retard en fait n'est souvent pas symptomatique de quoi que ce soit. Et cela dit, parfois ça l'est, et ça peut être dû à plein de facteurs différents. Donc on va réfléchir ensemble à un exemple. Je te présente Jean-Mi. Il a 2 ans, il vient d'entrer en toute petite section de maternelle. Bon, il est pas mal maladroit, du genre à renverser les pots de peinture sur sa feuille, quoi. Mais à part ça, il suit tant bien que mal les consignes. Le truc, par contre, c'est que il répond pas souvent quand on l'appelle, il regarde rarement les adultes dans les yeux, il réagit pas franchement quand on lui parle, et surtout, lui, il parle absolument jamais. Du coup, ses parents s'inquiètent, surtout que son grand frère s'est développé tout à fait normalement. Il est temps d'enquêter. La maîtresse commence par constater qu'il sursaute quand un objet tombe, donc c'est pas un problème d'entendre. Par contre, peut-être qu'il en a juste rien à faire de communiquer, parce que c'est tout à fait envisageable que Jean-Mi ne parle pas juste par désintérêt. Sauf que là encore, Jean-Mi il montre des objets du doigt, et il va chercher la maîtresse quand il a fini son travail, spontanément, et dans la cour il s'isole pas spécialement. Du coup, la piste du désintéressement pour la communication, ça tombe à l'eau. Pourtant, clairement, il suit avec difficulté les instructions, il répond jamais aux questions, et quant à parler, c'est juste des hochements ou des secouements de tête timides de temps à autre. Puis dans un atelier de pâte à modeler, la maîtresse réalise finalement que là aussi Jean-Mi est en retard par rapport aux autres enfants. Ok, il peut attraper des bouts de pâte et les aplatir, mais par contre en faire des boulettes, c'est complètement hors de sa portée. Du coup, une idée germe, peut-être que Jean-Mi a simplement du mal avec la motricité fine. Parce que 2 ans, c'est encore très jeune et les troubles du langage sont souvent accompagnés de légers retards du développement moteur. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la recherche. Alors au cours de la semaine, les parents et la maîtresse regardent bien, et en fait les preuves s'accumulent. À l'atelier cirque, Jean-Mi il se casse beaucoup plus la gueule que les autres, il n'arrive pas à sauter, il perd facilement l'équilibre, et d'ailleurs il s'est aussi mis à marcher plus tard que son frère au même âge. Puis quand on lui montre comment on dit un mot ou une syllabe, il les répète souvent avec des légères déformations, il n'arrive pas à coordonner les mouvements de ses mains, ou pas très bien, et il dépasse copieusement des bordures sur ses coloriages. Alors là, n'importe quoi. Bon là, on a assez de preuves, il est temps de faire quelque chose. Pour un vrai diagnostic complet, c'est à des professionnels qu'il faut faire appel. Donc ça peut être des pédiatres ou des orthophonistes. Eux, ils ont des outils comme des tests standardisés qui vont évaluer les différentes dimensions du développement de Jean-Mi. Et ces tests, ils vont permettre de comprendre à quelle étape se trouve l'enfant dans son acquisition du langage et donc de savoir où commencer et quoi faire pour l'aider. Ils peuvent diagnostiquer Jean-Mi avec 2 types de troubles du langage, soit un trouble réceptif, c'est-à-dire que Jean-Mi comprend mal, soit un trouble expressif, c'est-à-dire que Jean-Mi s'exprime mal. Bon, du coup, c'est quoi, finalement? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Les troubles du langage, c'est parfois symptomatique d'autres déficits plus généraux, comme un trouble du spectre autistique ou une déficience intellectuelle. Mais c'est clairement pas le plus fréquent. Le plus fréquent, c'est un trouble développemental du langage, tel quel. Sauf que la recherche, elle est encore en plein débat sur si c'est un trouble spécifique, c'est-à-dire que ça ne touche que le langage, ou si en fait il faut considérer un déficit procédural plus général. Et comme la recherche, elle sait pas trop, je vais pas me prononcer là-dessus, je vous file juste un peu de documentation en description à la place.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est possible d'aider l'enfant en parallèle de l'accompagnement professionnel, en tant que proche, parent, instit, etc. Et un des résultats les plus solides de la science, c'est que les enfants se basent sur des statistiques pour apprendre le langage. Ils déduisent de ce qu'ils entendent des règles de prononciation, de syntaxe, ils apprennent des mots, comment les articuler. Sauf que ça nécessite d'entendre beaucoup de langage. Résultat, on peut aider l'enfant à le développer en lui parlant. Bon ok, mais lui parler de quoi? De notre journée de travail, du repas qu'on prépare, de comment on se sent? Spoiler, tout ça, ça va pas être très utile parce qu'en fait, on apprend beaucoup mieux quand on est intéressé, c'est le cas quand on est adulte, ça l'est aussi quand on est enfant. Et l'enfant, il s'en fout de votre journée. Du coup, il va falloir parler de ce qui l'intéresse. Ça peut passer par des jeux comme cacher un objet dans sa main et demander à l'enfant où est l'objet en répétant le mot. Par exemple, où est le dinosaure? Il est là le dinosaure. Avec ça, on va pouvoir guider l'enfant pour qu'il construise peu à peu son langage. Donc on peut commencer par des questions fermées comme est-ce que c'est un train? Et quand ça s'est acquis, on va le faire répéter. Puis ensuite, l'enfant peut travailler les reformulations, puis les formulations, apprendre à construire lui-même des phrases au moyen de cours d'histoire. Puis ensuite, il peut apprendre à affiner son expression en faisant des commentaires libres sur les situations, etc. En fait, le truc, ça va être de construire progressivement, bloc par bloc, le langage de l'enfant pour le complexifier petit à petit. Et d'ailleurs, je sais qu'il existe des jeux éducatifs que tu vas pouvoir utiliser avec ton enfant. Lui laisser des occasions de s'exprimer en le laissant finir ses phrases ou requêtes, ça aussi c'est hyper important. Même si tu as compris à l'avance, il va falloir le laisser finir pour qu'il ait l'occasion de parler. Et tant que je suis sur le terrain de l'attention, en fait, tu vas tout vouloir faire pour retenir l'intérêt de l'enfant. Par exemple, les enfants dysphasiques, c'est-à-dire avec un trouble développemental du langage, ont des difficultés importantes liées à la compréhension et au traitement des informations textuelles, du langage quoi. Donc tout le monde va galérer à retenir le contenu d'une longue phrase avec des mots compliqués, mais pour eux c'est pareil, en plus intense. Donc que tu sois instit ou parent, tu vas vouloir alléger la surcharge cognitive de l'enfant, et ça va passer par parler plus lentement, avec des phrases courtes, et en évitant le vocabulaire compliqué, tant que l'enfant ne maîtrise pas le vocabulaire plus simple. Le but est de l'aider et de l'accompagner pour lui permettre de progresser en évitant le stress, l'exclusion et la baisse d'estime de soi, qui découlent souvent du retard développemental. Pour les petits ou ceux qui ont encore très peu de vocabulaire, on va vouloir le construire, l'étoffer. Et pour ça, on peut par exemple créer des routines musicales qui vont permettre de mieux ancrer les mots et les phrases dans la mémoire. Donc ça peut être comme 1, 2, 3, nous irons au bois, ou main en l'air, sur la tête, aux épaules, etc. Et le but, ça va être de toujours pousser l'enfant vers l'avant en lui donnant des modèles légèrement plus complexes que ceux qu'il utilise. Donc des mots de 2 syllabes si les monosyllabes sont tout juste acquises, des phrases de 2 mots si il ou elle en utilise qu'un seul à la fois. Et puis après les petits mots de base, il va falloir arrêter les phrases télégraphiques et commencer à faire des phrases verbales. Et pour ça, il faut des verbes. Donc un bon moyen de procéder, ça paraît par exemple, tu choisis un mot, un verbe qui peut être utile, comme pousse ou donne ou aide, et fréquemment l'utiliser dans la journée. Montrer comment ce mot s'emploie là. Chez les enfants avec un vocabulaire de base plus développé, qui savent déjà s'exprimer, les difficultés sur lesquelles ils vont buter peuvent être plus spécifiques. Pour certains, ça peut être des oublis ponctuels de mots, et dans ce cas-là, il va falloir être patient, leur donner le bon mot si on l'a trouvé, mais aussi potentiellement les inviter à le décrire, donc ça peut être son sens, sa forme, sa longueur. Puis pour d'autres, ça peut être la difficulté à comprendre le second degré, parce que un enfant dysphasique doit déjà mobiliser des ressources conséquentes pour comprendre le lexique, la syntaxe, ces choses de base, qui sont pour beaucoup naturels, mais pas pour eux, et donc il leur reste pas forcément assez de ressources pour traiter la pragmatique, c'est-à-dire le contexte social du langage. Donc avec eux, éviter le second degré, ou alors l'explicité. Et tiens, tant que je suis sur le sujet de la surcharge, la mémoire auditive elle-même est vite surchargée par le contenu linguistique. Donc l'accompagner d'indicateurs visuels pour aider le traitement de l'information peut vachement aider un enfant dysphasique. Ça peut par exemple prendre la forme de montrer un objet dont on parle. Voilà pour les astuces pour aider l'enfant. Maintenant, j'ai aussi quelques résultats de la recherche à vous partager. Et comme j'ai aucune idée du format dans lequel je peux dire ça de manière particulièrement intéressante, on va partir sur une énumération. 1. Des parents formés sont aussi efficaces que des professionnels pour aider. C'est-à-dire que des parents ou des instituteurs qui ont reçu une formation sur comment aider un enfant dysphasique vont très bien en être capables. 2. Les thérapies groupes sont aussi efficaces que les thérapies individuelles. Donc,
pas besoin d'isoler l'enfant et de le faire travailler par lui-même s'il y a des groupes qui lui permettent de faire ça. Mais attention, il faut que les thérapies en question soient bien conçues pour impliquer chaque enfant. 3. Les troubles du langage expressif sont plutôt bien corrigés par les thérapies classiques du langage, mais ce n'est pas le cas des troubles réceptifs, c'est-à-dire ceux de la compréhension. Et d'ailleurs, vous aurez pu constater vous-même dans les suggestions que j'ai faites juste avant qu'elles semblent plutôt axées sur la construction de l'expression plutôt que de la compréhension. Voilà, maintenant que vous êtes hyper calé, on peut faire une petite conclusion. Donc, les troubles développementaux du langage ne sont pas des troubles autistiques ou des déficiences intellectuelles, c'est vraiment quelque chose de spécifique au langage et qui se corrige plutôt bien en fait. On a des thérapies assez efficaces pour aider l'enfant à reconstruire son langage expressif ou à construire son langage expressif. Et si c'est aussi important de le faire tôt, de diagnostiquer ces difficultés et d'aider l'enfant à les compenser, c'est parce que ça peut avoir des conséquences à la fois sur les performances académiques de l'enfant dans leur ensemble, mais aussi sur sa confiance en soi, sur son inclusion sociale et sur ses niveaux de stress. Du coup, faut pas laisser ça traîner.